Salut sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 200, donc oui on arrive bien à la 200e, comme quoi donc il faut jamais lâcher, donc ça fait près de 5 ans que je fais le podcast, avec des hauts et des bas, parfois des invités, parfois pas, beaucoup d'épisodes, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te faire un épisode un peu mixé, hein. On va parler donc des piliers. J'ai fait exprès de ne pas mettre de nom, de numéro, parce que des fois on dit qu'il y a 3 piliers, il y en a 4, il y en a 5. Moi je vais te donner les miens, parce que avant bien sûr de faire l'épisode, j'ai été relire, me renseigner. Il y en a en plus qui vendent leur paroisse, donc moi je pensais faire pareil, mais j'en ai déjà parlé ici en tous les cas, comment moi je vois la chose. Quels sont pour moi les piliers d'investissement, et aussi pour mes invités, parce que comme je t'ai dit, donc je vais me baser sur ce que m'ont dit les invités et ce qu'on a échangé entre nous, et donc je vais te reprendre des petits morceaux d'épisodes, comme ça donc tu auras un condensé, donc pas automatiquement des 200 épisodes, mais par chaque pilier, donc avoir donc les meilleurs conseils, on va dire, que j'ai eu avec mes invités. Donc comme ça fera un épisode donc résumé, donc pas vraiment des 200, parce qu'il y a quand même 200, c'est quand même beaucoup de personnes, même si j'ai pas eu 200 invités, j'ai eu un peu moins. Comme tu le sais, je fais aussi donc des épisodes en solo. Donc, je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Connais-tu Ledger, ton portefeuille de crypto-monnaies physiques? Sais-tu combien de personnes ont perdu leur Bitcoin? Beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes. Mais grâce à Ledger, tu seras garanti d'un niveau de sécurité optimal. Tes adresses sont sécurisées hors ligne, il n'y a aucun risque de piratage. Avec Ledger, tu peux profiter d'une réelle propriété et contrôle de tes cryptos. Posséder une crypto n'a jamais été aussi simple et sûr, et en plus, c'est une société française. Donc pour tester, va sur le lien suivant, thierry-henry.fr/ledger, L-E-D-G-E-R, donc thierry-henry.fr/ledger. De retour, donc après on va remercier le sponsor. Donc comme je te disais, donc aujourd'hui on va parler donc des piliers de l'indépendance financière. Et comme tu me suis et comme tu me connais, tu sais que moi j'inclus dans le pilier quelque chose qui pourrait ne rien avoir, d'être hors sujet. C'est tout simplement la base. Comme je dis, c'est un arbre, il faut avoir des bonnes racines. Et les racines, c'est le développement personnel. Parce que si tu t'enrichis par hasard ou parce que tu as été bon dans un domaine mais que tu n'as pas le bon mindset, tu vas perdre l'argent. Et ça, tu l'as souvent entendu. Il y a en fait des gens qui deviennent riches parce qu'ils ont une bonne idée, ils sont au bon moment, ils ont un bon associé, enfin ils font ce qu'il faut. Mais ils perdent tout parce que donc ils ont pas l'esprit assez grand, comme dit dans un livre que je connais, que j'aime bien, que je cite souvent, T. Harv Eker. Ceux qui connaissent, je mettrai le lien de la référence. Il dit voilà, si vous vous grandissez pas l'esprit, l'argent ne pourra pas rentrer. Et s'il rentre, il va repartir parce qu'en fin de compte, vous pouvez pas accueillir l'abondance. Voilà. Et donc pour moi, c'est le plus important, c'est le développement personnel. Donc c'est pour cela que je vais te mettre deux morceaux en fin de compte d'épisode. Un ou deux morceaux, et donc tu vas voir donc que j'ai pris donc d'invités que j'ai eu. Je pense donc voilà, ça va te motiver, te faire comprendre ce dont je parle. À tout de suite. Ouais, alors ça c'est top parce que du coup alors, le cerveau il est vraiment on va dire d'une manière très schématique. Il y a la partie basse du cerveau qui est la partie automatique, et la partie haute du cerveau qui est plus la partie intelligente. Mais sauf que nous, avec les concepts qu'on a et cette charge de c'est bien de faire ça ou c'est mal de faire ça, donc si vous observez bien dans la vie, en fait, chaque chose que vous empêchez de faire, c'est parce qu'il y a une charge de ah mais je peux pas faire ça, c'est mal de faire ça. Donc tout ce qui empêche un être humain d'être lui-même, c'est parce qu'il dit non mais c'est bien d'être comme ça ou c'est mal d'être comme ça. Et tout ça, ce sont que des injonctions sociales. Donc nous, avec la dépolarisation, justement, c'est là où on va aller chercher chaque injonction sociale, d'où elle vient, et comment est-ce qu'on peut la neutraliser rapidement. Par exemple, si vous dites allez, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, mais que vous avez du mal à passer à l'action, donc nous, dès qu'on entend un sportif ou un entrepreneur qui dit il faut que je fasse ça, je dois faire ça, on sait que c'est une injonction extérieure. Un être humain, lorsqu'il est défait de ces injonctions extérieures, ne se pose plus la question il faut, je dois. Moi, c'est très très rare que je me dis il faut que je fasse ça, je dois faire ça. Et je sais que si je m'arrête quand je m'entends allez, il faut que je fasse ça, je me pose, je suis présent à ce il faut et je me dis ok, ce il faut, il vient d'où? Et là, paf, c'est d'un bouquin, c'est d'un mentor, c'est de quelqu'un que je mets sur un piédestal, c'est de choses qu'on m'a dit étant petit. Et là, je trouve le il faut, il vient pas de moi. Et donc derrière, avec les process de dépolarisation qui sont dans le livre, on peut neutraliser cette charge émotionnelle et d'être totalement libéré de ça. Ce qui fait qu'on va libérer la partie basse du cerveau qui est la partie émotionnelle pour accéder à la partie haute du cerveau qui est la partie intelligente. Parce que dès qu'on a ce discours il faut, je dois et qu'on passe pas à l'action, ça crée un espace entre ce que je fais
et ce que je dois faire, donc ce que je dois faire par rapport à une injonction sociale. L'âge entre où je suis et où je veux aller, mais j'arrive pas à y aller, crée une émotion. Cette émotion entraîne des distorsions, généralisations, omnissions de la réalité, et ça crée surtout de l'espace mental en fait. Donc chaque émotion occupe de l'espace du temps dans la tête, et quand on va la neutraliser, on peut accéder vraiment à la partie haute du cerveau, qui est la partie intelligente, qui voit les deux côtés de la réalité. Donc voilà, et du coup, pour rebondir ensuite sur la partie comment est-ce qu'on fait pour être positif tout le temps, nous justement à l'Académie de l'Haute Performance, on ne va pas chercher à être positif tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde de dualité, donc il fait jour, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid, il y a des avantages, des inconvénients, altruiste, égoïste, méchant, gentil, bref, tout va par deux en fait. Et du coup, le positif va naturellement avec le négatif. Et en fait, c'est comme un aimant. Un aimant, par exemple, il y a un pôle plus, un pôle moins. Et si les gens disent « Ah, mais il est trop bien le pôle plus, j'aime trop ton aimant ». Non, t'aimes pas l'aimant, t'aimes le pôle plus de l'aimant, mais t'aimes pas le pôle moins. Donc t'aimes pas l'aimant. Si t'aimais l'aimant, t'aimais et le pôle plus et le pôle moins. Non, t'aimes pas l'aimant, t'aimes le pôle plus de l'aimant, mais t'aimes pas le pôle moins. Donc t'aimes pas l'aimant. Si t'aimais l'aimant, t'aimais et le pôle plus et le pôle moins. Nous, dans notre vie, en fait, on aura tout le temps des pensées qui peuvent être perçues positives et des pensées qui peuvent être perçues négatives. Mais la pensée n'est pas positive ou négative, c'est simplement, la pensée est juste une pensée. C'est simplement le jugement que l'on met dessus qui fait que la pensée devient positive ou devient négative, selon le point de vue que l'on a à un instant donné. Donc on va vraiment pour ça, pour que les gens, s'il y a un jour où ils ont des pensées dites négatives, on va simplement accepter en fait que ça peut arriver d'avoir des pensées négatives et c'est ok en fait. Et moi je vais lutter pour avoir des pensées, moins de pensées négatives et plus de pensées positives. Moi je vais lutter plus naturellement, en fait on a juste des pensées, après elles sont positives, négatives, on s'en fout, c'est est-ce qu'elle m'est utile ou pas de penser à ça. Si elle m'est utile, je la garde, si elle m'est pas utile, j'enlève. Je crois que je sais pas si c'est dans ton livre ou sur ton podcast, tu parlais en fin de compte dans ton livre, d'un tableau que tu peux faire le soir, d'un tableau que tu peux faire le soir. Parce que c'est vrai que souvent le soir, surtout quand les gens qui ont du mal à dormir, ils se répètent les mêmes questions. Et donc de faire un tableau, donc d'un côté de mettre les négatifs. Parce que c'est vrai que souvent on a les mêmes trucs qui reviennent et on a l'impression que le cerveau est trop fort, on n'arrive pas à réagir et à travailler dessus. Donc donne la technique, comme ça toutes les gens ça peut leur servir. Ouais, alors justement, nous en fait, juste au niveau du jargon, on n'utilise pas dans l'Académie de l'Haute Performance la pensée positive ou pensée négative. On va plus utiliser la pensée utile ou inutile et simplement poser la question de quand j'ai une pensée qui passe, me dire ok, est-ce qu'elle est négative, est-ce qu'elle est utile ou inutile pour moi. Et donc le soir, ça c'est vraiment d'un point de vue éducation au début, dans les 5 premières semaines du programme. Après on passe vraiment sur la dépolarisation où là ça va plus loin. Mais déjà de consciemment se poser le soir, de faire un tableau entre les pensées utiles, les pensées inutiles, et en fait de lister, tiens, est-ce que ça c'était des pensées inutiles à pleine conscience et juste de l'observation en fait de nos pensées. Et donc petit à petit, en fait, juste avec ces exercices de conscience, les choses en fait s'améliorent dans la façon de penser. Okay. Bon, c'est plutôt simple. Donc là, tu nous as donné plein d'informations. Donc du coup, par rapport à cette année, en effet, surtout si on est entrepreneur, mais ce n'est pas que les entrepreneurs, en fait, on se rend compte que 2020 a été une année remplie de challenges et d'incertitudes. Et c'est vrai que dans notre dernier ouvrage, Soft Skills, on parle de ce monde dans lequel on vit. Ça, c'était avant le Covid, c'était en 2018. On parlait d'un monde volatile. C'est-à-dire que on peut avoir un plan, un projet et que du jour au lendemain, il disparaît. Au contraire, on pensait juste avoir une idée que c'était qu'un petit truc à côté, que en fait, il a explosion, ça décolle. Et on le voit par exemple avec la crise des subprimes, il y a même des banques qui peuvent faire faillite. On l'a vu également avec les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, que des petites entre guillemets entreprises peuvent exploser rapidement. Donc le monde est volatile et encore plus en 2020. Le monde il est complexe parce que on est de plus en plus nombreux sur Terre, un monde complexe, monde également incertain parce que du coup si c'est volatile et que c'est complexe, on a de plus en plus de mal à anticiper. Je pense qu'il y a personne qui s'est dit en 2020 il y aura une grosse crise, je vais me préparer à ça. Il y a plein de gens qui l'ont dit, mais ils n'avaient pas prévu le Covid. Ils avaient prévu plein de choses. Pas le Covid. Mais donc c'est quand même difficile à anticiper et par exemple pour moi une de mes activités c'est d'organiser des événements. Là c'est très compliqué d'anticiper des événements présentiels en ce moment.
Donc, incertitude et ambiguïté. Donc, du coup, quand on fait face à ce monde-là, qu'est-ce qu'on peut faire en fait à notre niveau? Eh bien, si on se repose uniquement sur les compétences techniques, eh bien, il y a un risque en fait, parce que les compétences techniques, du jour au lendemain, elles peuvent être obsolètes. Et on le voit également avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Souvent, des corps de métier qui font appel à moi en conférence, comme les experts comptables. J'ai des corps de métier qui font appel à moi en conférence, comme les experts comptables, par exemple, parce que l'intelligence artificielle est en train de totalement bouleverser leur métier, leurs compétences. Et on se dit, si demain je n'ai plus, mon métier est remplacé par une intelligence artificielle, qu'est-ce que je fais? Donc il y a une vraie obsolescence des compétences techniques qui existent. Et d'ailleurs en conférence, je parle souvent de 3 types de métiers en fait. Et ça c'est le cas aujourd'hui. Soit on fait partie de la famille des métiers disparaissants, donc les métiers dont les compétences vont devenir obsolètes demain. Soit si on ne fait pas partie de ces catégories, on peut faire partie des métiers émergents. Donc des métiers qui n'existent pas encore ou qui sont au tout début et qui vont exploser dans quelques années. Et si on ne fait pas partie de ces 2 catégories, alors on fait forcément partie de la 3e catégorie qui sont les métiers mutants. Donc les métiers qui bougent, qui changent par rapport à tous ces changements en fait. Et pour pouvoir faire face à ces changements, que l'on soit dans la 3e catégorie qui sont les métiers mutants. Donc les métiers qui bougent, qui changent par rapport à tous ces changements en fait. Et pour pouvoir faire face à ces changements, que l'on soit dans la catégorie des métiers disparaissants ou dans la catégorie des métiers émergents ou dans la catégorie des métiers mutants, eh bien, on a besoin des compétences non techniques qui, elles, vont survivre quel que soit le cas de figure. Donc, par exemple, la créativité, la capacité à rebondir, la concentration, toutes ces compétences-là vont nous aider à faire face à tous ces changements. Et par exemple, cette année, le Covid, moi, avec mon métier de conférencier et d'organisateur d'événements, c'était assez chaud. En mars, c'est vrai que c'était très, très, très compliqué quand tout ça est arrivé et que toutes mes conférences et mes événements ont dû être annulés. Et du coup, ce qui m'a sauvé, ça a été la résilience, le fait d'encaisser le coup et de continuer d'avancer. Ça a été la capacité mon agilité. Ça a été la créativité pour trouver de nouvelles idées. Ça a été l'intelligence collective avec d'autres personnes pour pas rester isolé. Et tout ça, c'est des compétences non techniques en fait. Et je pense que la plupart des entrepreneurs qui nous écoutent seraient d'accord là-dessus que ces compétences, donc les compétences, les soft skills, aident dans ces phases de rebond, dans ces moments de transition. Et je sais pas si toi, tu es d'accord avec moi là-dessus? Ce qui est, je voulais pas te couper parce que c'est tellement bien. En général, je coupe. Mais en fait, pendant que quand tu parlais des compétences non techniques, je me suis dit, mais c'est marrant, quand tu les décris, ça me fait penser pas automatiquement, à des compétences d'entrepreneur. Est-ce qu'on doit tous devenir entrepreneur? Parce que y en a qui sont pas faits pour ça. Pourtant, moi, j'ai souvent cru que tout le monde pouvait devenir entrepreneur. Après, à sa façon, surtout que le monde a changé, donc il y a 10 façons d'entreprendre. Même un freelanceur, c'est un entrepreneur. C'est pas Bill Gates, c'est pas Zuckerberg, mais il a une démarche un peu indépendante. Il n'est pas à l'opposé du CDI. Mais donc, est-ce que quand tu parles, qui a une situation, comment dirais-je, d'employé, tu penses qu'il peut développer ces compétences-là? Clairement, pour moi, entrepreneur n'est pas un statut. Donc, tu peux avoir le statut de créateur d'entreprise, de porteur de projet, de dirigeant, de freelance. Ça, c'est des statuts, en fait. Mais je connais des personnes qui ont le statut de dirigeant, mais qui n'ont pas du tout le mindset d'entrepreneur. Tout à fait. Au contraire, je connais des personnes qui ont un statut de CDI, mais qui ont le mindset d'entrepreneur. Donc pour moi, c'est plus un état d'esprit. Donc c'est pas le bon terme, c'est plutôt l'esprit d'un fonceur, on va dire. La personne qui rebondit, qui réagit par rapport à la situation. Parce que là, par rapport à ce que tu dis, il y a plein de gens qui sont malheureusement forcés par la crise. Enfin, malheureusement, ou plutôt heureusement, qui sont forcés à tenter de devenir, de développer des compétences non techniques, mais de façon forcée. C'est-à-dire que d'elle-même, elle l'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas la crise. Oui, après, de toute façon, je pense qu'on est tous dans le même bateau et que aussi à changer un peu notre vision du travail de manière générale. Et moi, je suis un fervent. Donc là, on est dans le domaine de la croyance, par contre, la philosophie, on va dire la philosophie sociale. Mais ma vision de la société, et j'en ai discuté avec pas mal de décideurs, et notamment une interview que j'ai faite de Robin Chase, qui est une Américaine qui a créé Zipcar et qui, elle, et ça fait longtemps, on avait discuté, je crois que c'était en 2012 ou un truc comme ça. Et déjà à l'époque, elle disait que elle est persuadée que demain,
le futur du travail n'est plus dans avoir un seul travail en fait, mais dans la pluriactivité. Au moins avoir 2 activités pour diversifier les sources de revenus et du coup augmenter ses chances de résilience. Et par exemple, moi, ce qui m'a sauvé professionnellement, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Je ne vivais pas que de la conférence, j'avais également des programmes e-learning, j'avais également du coaching. Et finalement, ce qu'on pouvait percevoir auparavant comme de la dispersion, être dispersé, eh bien maintenant on se rend compte que maintenant c'est pas de la dispersion, c'est de la diversification. Et cette diversification, il y a un nom pour ça, hein, on parle de slasher, on parle de multipotentiel. Et je pense que ça, c'est à la fois adapté pour des personnes qui sont salariées et qui se disent je veux quelque chose à côté, en mode auto-entrepreneur par exemple. C'est à la fois également bien pour les personnes qui sont freelance et qui vont avoir plusieurs activités, plusieurs cordes à leur arc. Donc, je pense que oui, en effet, le fait d'oser avoir plusieurs activités, mais de manière structurée, organisée, hein, bien entendu. L'idée, c'est pas non plus de vouloir tout faire et de rien faire. C'est d'être quand même structuré, organisé, avoir une stratégie, mais ça peut être une source intéressante de résilience au cas où, en fait. J'espère que déjà tu es motivé, donc tu as compris l'intérêt de mettre en première base donc ton développement, d'avoir un état d'esprit donc d'abondance et de richesse, de réussite, sinon donc tu vas aller peut-être trop vite et ensuite donc tout perdre. Ensuite, moi comme pilier, j'ai mis le business en ligne. Souvent donc dans les piliers, en général, ce qui est mis en premier, c'est l'immobilier. En France, c'est vrai que l'immobilier, on a un marché à part. Parce que si tu vas sur le marché anglo-saxon, ils vont te dire donc la bourse et surtout donc les dividendes, enfin tout ce qui est actions, dividendes et ETF, ce qui est logique. Eux, ils ont une connaissance financière plus importante que la nôtre. Et en plus, le marché boursier, c'est le marché américain, hein, quasiment. C'est là où il y a quand même de la puissance et de la volatilité et les grosses boîtes. Donc nous, en France, c'est l'immobilier, c'est vrai. On a une facilité, je dirais pas ça. On aime donc la pierre, la résidence principale, même si c'est pas logiquement considéré comme une dépense financière, mais bon, ça te permet donc de pas payer de loyer. Et ça peut être une base, tu peux partir de là pour avoir donc déjà un actif, pour un deuxième. Parce que souvent, en plus, quand tu vas faire un crédit, on va te demander d'avoir d'abord une résidence principale et ensuite donc de faire du locatif. Mais tu peux le faire. Donc c'est pour ça que je vais te mettre le premier épisode. Donc voilà, moi en fin de compte, je reviens sur le business en ligne parce que je pense que c'est aussi simple que tout ce que je viens de te dire, immobilier et bourse. Donc voilà, business en ligne, tu peux commencer donc par, comme ce que je vais donner comme exemple, la box par abonnement, le dropshipping, l'e-commerce, bien sûr, Amazon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un peu de cash, mais l'affiliation et tout ce qui est KDP, donc voilà. Donc je te mets les épisodes donc, en référence qui vont te donner la motivation. Si bien sûr tu les as pas écoutés, ça tombe bien. Je te mettrai le lien pour écouter donc l'épisode complet. Sinon, je te donnerai donc un petit aperçu donc des épisodes qu'on a fait donc pour les 5 années passées. C'est un fabuleux business pour réunir une chose, une connexion internet et puis un ordinateur. En fait, c'est la création de livres, la création de carnets que nous allons mettre en vente sur Amazon. Et Amazon s'occupe de tout, de A à Z. Donc la livraison chez le client, le SAV, etc. Et puis 2 mois après, nous recevons des royalties par rapport à nos ventes. Donc ce qui est fabuleux dans cette entreprise, c'est vraiment de la création. On crée des livres, on crée des carnets. Et puis après, nous recevons donc des bons commentaires par rapport à notre travail que nous avons effectué. Aujourd'hui, Amazon KDP, c'est l'un des seuls business qui nécessite aucun investissement. À part le temps. À part le temps. Encore une fois, nous, c'est ce qu'on dit à tous nos élèves, c'est que une fois que vous êtes passionné dans ce que oui, il faut du temps, mais par contre, je peux vous dire que c'est magnifique, puisqu'on parle surtout de création. Et quand on fait un livre où on y met du temps, on y met de l'énergie, et qu'après, on voit des merveilleux commentaires, je peux vous dire que c'est ultra, ultra gratifiant. Donc là, j'ai 2 questions, parce que je vais en avoir plein, donc on va essayer de faire court, parce que tu n'as pas beaucoup de temps.
tu as dit deux choses qui sont super importantes. Donc, tu as parlé donc de royalties. Donc, tu vas décrire pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Donc, c'est quoi? Parce que c'est un super business. Souvent, quand on parle de royalties, on parle souvent lié à la musique. Donc, on peut pas tous être musicien. Et c'est vrai que les musiciens, souvent, sont des gens qu'on sait quand ils marchent bien, ils gagnent de l'argent. Donc, tu viens de parler des royalties. Et aussi, donc, tu as dit donc, qu'on était donc payé 2 mois après. Ah non, t'as pas en fait de livres. Et là, quand on parle de livres, parce que moi, je viens de sortir un livre, je sais très bien que quand tu fais un livre, tu gagnes pas d'argent. Donc, quel type de livre? Et tu as aussi parlé des carnets, donc bon. Je te laisse d'abord parler des royalties, on va parler ensuite du type de contenu concret, réellement. Ok, alors là aussi, c'est fabuleux, c'est que déjà, premièrement, tout le monde peut faire ça. Donc, on n'a pas besoin d'être un auteur. C'est que déjà, premièrement, tout le monde peut faire ça. Donc, on n'a pas besoin d'être un auteur, on n'a pas besoin d'être un écrivain pour faire des livres, pour vendre des livres sur Amazon KDP. Les royalties, grosso modo, donc c'est nous qui proposons le prix directement. On peut mettre du 6 €, du 7 €, 10 €, etc., du 20 €. Et ensuite, Amazon, ce qui est beau, c'est que donc Amazon vend notre livre via Amazon.fr, Amazon.com, .ca, etc. Et 2 mois après, nous recevons des royalties. Donc, c'est de l'argent qui est directement injecté sur notre compte. Donc, c'est vraiment un délai de 2 mois, qui est quand même très, 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 très court. Ensuite, quand je dis qu'il ne faut pas être un écrivain, il ne faut pas être un auteur pour commencer tout de suite aujourd'hui à créer des livres, c'est que on peut créer ce qu'on appelle du no content. No content, ce sont que des pages avec des lignes ou des cases ou des papiers quadrillés, etc. Donc c'est ce qu'on appelle du no content, sans contenu. Ensuite, nous avons ce que nous appelons le low content. Là, ce sont des fiches à remplir. Donc, grosso modo, par exemple, un carnet de recettes. Donc là, c'est les clients qui vont directement remplir le livre par rapport à leurs recettes à eux. Et puis, je parle de carnet de recettes, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres exemples. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le middle content. Donc, on va essayer d'insérer dans notre livre un peu plus de contenu et aussi des fiches à remplir, middle content. Et bien entendu, après, nous avons le content. Là, c'est un livre avec que du contenu qui est plus dur à faire, mais qui est beaucoup plus prometteur. Le dernier, j'ai pas entendu ce que moi c'est. Le content. Donc, un livre classique entre parenthèses d'auteur. Oui. Un livre classique, un livre d'auteur, exactement, par exemple. Qui prend, et en fait, compte par rapport à la hiérarchie que tu as dit, techniquement, c'est par rapport à la durée. Par rapport au contenu, mais aussi à la durée, parce que s'il y a plus de contenu, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, effectivement. C'est pour ça que nous, on suggère, je dirais aux gens qui commencent, surtout qui débutent dans Amazon KDP, de commencer doucement mais sûrement, c'est-à-dire avec le plus simple possible au début, qui est le no content, donc sans contenu. Donc là, on va jouer beaucoup sur les couvertures, sur les sous-niches, etc. Et aussi le low content. Et ensuite, une fois que... Ou c'est selon son budget, selon son envie? Alors selon moi, très bonne question. Alors selon moi, le dropshipping c'est vraiment un super modèle pour débuter dans le e-commerce. Donc c'est vraiment tip top parce que pas besoin de faire de stock, etc. Donc ça c'est génial. Après pour moi c'est vraiment un peu les dropshipping, c'est l'école du e-commerce. On passe par le dropshipping, c'est une passerelle vers ensuite de la création de marques, tout ça. Et il faut absolument aujourd'hui créer des marques pour ensuite les revendre, etc. Si on souhaite arrêter le e-commerce par exemple. Mais c'est très 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 important. Et du coup, oui, ce que je conseille, c'est de débuter en dropshipping pour des personnes qui souhaiteraient se lancer avec un budget de minimum entre 1000 et 1500 € hors budget de formation. Donc 1000 à 1500 € de départ, et après, donc tous les mois, il faudra qu'ils aient combien? Peut-être 300, 500 à rajouter? Alors, pour le trafic ou... Voilà, en gros, plus les personnes auront d'argent, plus le capital sera élevé, mieux ça sera, ça c'est sûr, et plus les personnes iront vite. Il y a des personnes avec 1000 ou 1500 € qui souhaitent scaler rapidement et qui n'ont pas la possibilité de scaler, donc d'augmenter l'échelle de leur business rapidement. Donc le problème, c'est que là, ils seront un peu limités, ils devront y aller plus souplement, quoi, tu vois, plus tranquillement. Donc c'est sûr que voilà, 1000-1500 €, c'est, je pense, le minimum, quoi, c'est le minimum pour débuter, quoi. Moi, c'est un peu ce que j'ai sorti un peu plus pour le Amazon, mais bon, c'est parce que c'est mon produit et j'ai déposé la marque, enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ah oui. Toi, décortique un peu les 1500, c'est quoi? C'est l'abonnement Shopify? 1500 €. Ouais, donc il va y avoir l'abonnement Shopify au départ, donc 29 €, je crois que c'est 29 € le premier. C'est ça, 29 € par mois, dollars. Ensuite, plus 2% du CA, je crois.
Ouais, c'est à peu près ça. Ensuite, ça dépend par quel aussi payment provider on va passer. C'est Stripe, si on passe par Shopify Payment, donc qui est aussi par Stripe ou alors PayPal, etc. Donc ça, il faut faire attention. Si par Stripe ou alors PayPal, etc. Donc ça, il faut faire attention. Ensuite, parce qu'il y a les frais. Ensuite, ça va être aussi donc le paiement des publicités. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en gros, en dropshipping, on va faire entre 20 et 30% quand on fait de la publicité. Hein. Entre 20 et 30% de marge à la fin du mois. Ce qu'il faut se dire après, c'est qu'il y a la publicité à payer. Ça, c'est très très important. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est un bon ROAS break-even. Ça, il faut le calculer. C'est très 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 important de bien le calculer. Et en gros, un bon ROAS break-even, ça va être en dessous de 1,50, 1,70. Ça va être un bon ROAS break-even. C'est-à-dire que en dessous de 1,50, automatiquement, on va être, je veux dire, si on a un retour sur investissement sur Facebook en dessous de 1,50, automatiquement on va être perdant. Si on l'a au-dessus, on est gagnant. Donc ça, faut faire très très attention quand on souhaite se lancer sur de la publicité payante. Faut bien préciser parce que moi je connais et puis maintenant même si on parle quasiment plus de ROI, on parle de ROI. Produit qu'il va falloir payer. Donc ça aussi, faut le prendre en compte, quoi. D'accord. Ok. Donc maintenant, on a fait du dropshipping, on a commencé à faire un peu de cash. Après, on parle pas des problèmes juridiques en France, hein, donc ça dépend de là où la personne veut créer son business. Surtout qu'on peut le faire de l'étranger, hein, c'est pas gênant. Est-ce que donc toi ensuite, comment t'as évolué vers l'e-commerce, la création de marque et l'e-commerce par abonnement? Alors déjà le e-commerce par abonnement c'est très très intéressant parce que on peut voir arriver les mois qui vont suivre le mois suivant mais de manière très sereine parce que on sait que par exemple je vais avoir le mois prochain 70 000 ou 100 000 euros d'abonnement déjà. Donc ça c'est super intéressant, même 20 000 ou 30 000, voilà, c'est déjà très intéressant. Ensuite, pourquoi les business à abonnement? Déjà pour ça, et après parce que c'est un vrai, déjà ça se revend très très bien. Ce qu'il faut se dire aussi, moi je fais aussi pas mal d'achat-revente de sites e-commerce donc un site sur lequel il y a du SEO et un site sur lequel il y a une grosse base email et une grosse base de clients ou un site avec des abonnements, ça se revendra beaucoup mieux, et ça c'est normal, hein, toujours beaucoup mieux que si la personne fait du dropshipping uniquement avec Facebook, Google, etc. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est quand on crée une marque, après on a un vrai actif, en fait, on va pas travailler, par exemple, comme ça, travailler des heures et des heures sur uniquement du dropshipping sans création de marque sur lequel il n'y a pas une valeur qui est énorme et derrière pour la revente ça se vendra très très peu cher, donc comparément à une marque. Donc c'est déjà pour ça que je souhaite créer des marques, et après c'est gratifiant aussi de créer sa marque de zéro, tout ça c'est vraiment top, quoi. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui n'ont peut-être pas suivi les émissions, j'ai interviewé il y a un an Kevin Jourdan, qui a créé sa plateforme aussi .market.eu, je crois. Et donc je mettrai le lien pour vraiment, on a fait 1 heure sur comment racheter les sites, comment les revendre, comment améliorer un actif net, parce que ça, ce que tu viens de dire, c'est un peu ce qu'on fait dans les SaaS, ce qu'on appelle le MRR. Quand tu as 100 ou 300 ou 1000 clients qui tous les mois payent la même somme, c'est ce qui rend effectif et intéressant un site à revendre, ou même son site pour le garder. On sait qu'on a déjà du chiffre d'affaires, et puis ensuite tout ce que tu as rajouté, l'email et tous les éléments qui suivent. Il y a d'autres choses, hein, mais voilà, c'est en gros, quoi. Ouais, donc parce que en fin de compte, dans tout ce qui est abonnement, comment tu le lies au dropshipping? Est-ce que c'est automatiquement plutôt du pur e-commerce? Tu fais pas donc du e-commerce par abonnement sur du dropshipping? Alors on peut le faire sur du dropshipping. Après ça va être il y a différents types d'abonnements. Ça peut être sur des cosmétiques par exemple, sur des consommables. Ça peut être sur c'est différentes choses. Ensuite ça peut être aussi par système de box par abonnement. C'est-à-dire on a une box, donc c'est une boîte dans laquelle dans une thématique précise, admettons ça va être dans le running, la course à pied par exemple. Et dans cette boîte on va mettre des compléments alimentaires, des vitamines, on va mettre des chaussettes spéciales running pour pas avoir mal aux pieds, etc. On va mettre plein de produits à l'intérieur de cette box et on va l'envoyer donc tous les mois à nos clients. Et donc ce qu'il va y avoir, c'est que là on va faire des partenariats donc avec des marques, et après donc on va avoir des super prix, c'est-à-dire des prix de gros, et ensuite souvent, et ça c'est souvent le cas, les personnes elles vont nous offrir les produits, surtout quand on est dans un lancement de box. Donc après on peut en faire ça avec toutes les niches, quoi.
sur Ouais, lesquels c'est il y a un peu beaucoup la de- mode de ce que faisait, enfin ce que fait toujours Birchbox, je crois, c'est ça? Voilà. Ben, j'espère que ça t'a motivé pour créer un business en ligne, pour commencer à gagner de l'argent. Parce que si tu en plus tu gardes ton activité et plus avoir un peu donc ce qu'on appelle un side hustle, un business, pas obligé de faire 100 000, 200 000, hein, tu peux faire déjà 5 chiffres ou un peu moins. Déjà, ton banquier verra que tu es plus malin. Donc, tu quand même t'arrives à faire donc, de l'apport qui va peut-être te permettre d'acheter, d'avoir un apport pour l'immobilier, parce qu'il faut quand même avoir donc les frais de notaire. La plupart du temps, surtout actuellement, c'est plutôt 20%. Donc, développement personnel, business en ligne, pour te donner le pied à l'étrier à l'entrepreneuriat, parce que l'immobilier, ça reste l'entrepreneuriat. Et ensuite, on attaque l'immobilier. Si tu as fait beaucoup de cash en business en ligne, ça tombe bien, tu auras du cash, plus de cash pour le faire. Et en plus, tu vas sécuriser ton argent avec de la pierre. Donc l'immobilier, comme je disais, donc en France on adore ça, et les banquiers donc aiment en général selon les périodes prêtées et c'est plus rassurant pour eux. Donc là tu auras ton partenaire qui va te prêter de l'argent et ensuite donc tu vas utiliser l'effet de levier pour t'enrichir comme ça. Bien sûr c'est un peu long, avec les techniques comme l'Airbnb et d'autres on peut gagner ou l'investissement donc comme moi j'ai fait donc le locatif senior ou autre avec la colocation donc, et d'autres business très modernes d'immobilier, on peut gagner assez rapidement. Donc voilà, je te donne donc tout de suite donc les exemples des épisodes qui vont te parler donc du pilier de l'immobilier. Bon, alors, je vais répondre avec un exemple. J'ai demandé à Manada, c'était il y a 2-3 jours, parce qu'elle se pose des questions sur investir, pas investir. J'ai dit, mais c'est quoi ton objectif? Et elle me dit, mon objectif, c'est générer du revenu. Ben, générer du revenu, aujourd'hui, avec l'immobilier, il y a plusieurs façons. OK, tu achètes un bien. Si tu veux gagner le plus possible, tu achètes un bien, tu l'exploites en location courte durée, c'est ce qui ramène le plus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Et ça marche extraordinairement bien. Et je suis épaté et je peux en parler d'autant plus librement que personnellement, je n'en fais pas. Donc, j'ai la flemme, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'amuse Ah ben, pas. je suis d'accord que tu parles de la flemme, parce que j'allais te parler de ça. Parce que moi, j'aime bien reprendre la règle de Robert Kiyosaki du cash flow cadran. Là, on est indépendant, mais on est quand même, il faut quand même qu'on travaille, quoi. Enfin, qu'on travaille. Voilà. Il y a un côté quand même où on n'est pas, c'est pas passif, même si passif, réellement, c'est rare. Ouais. Mais là, on est quand même très actif. Oui, mais donc moi, j'ai perdu mon fil, je suis désolé. Oui, court durée, c'est très rentable. Ouais, courte durée, Et toi, tu n'en fais pas. pour gagner de l'argent. J'ai fait de la location courte durée. En plus, on peut acheter des petits appartements. Je conseille quand même d'acheter des 2 pièces. Alors, Oui. même si j'en fais pas, c'est pas pour ça que j'ai pas une expertise sur le sujet. Mais Mais dans tous les cas, pour revenir dans ton livre, tu le dis, c'est la même chose, qu'il vaut mieux avoir ce que le marché demande, les 2 pièces, 3 pièces. C'est ce que tu dis dans ton livre. ça, Donc voilà, c'est évident. base. Donc, tu peux acheter donc des 2 pièces et les mettre en location, en exploitation, en location courte durée. Tu auras énormément de rentabilité. Tu en auras beaucoup plus que si tu achètes un 4 pièces. Tu vas payer plus cher en valeur absolue. Je ne parle pas du prix au mètre carré, mais tu n'en tireras pas autant. Si, tu peux en tirer autant au niveau de la location, la mise en location, mais automatiquement, tu auras moins de rendement que si tu achètes un 2 pièces, puisque tu vas le payer le même moins cher pour avoir le même loyer en face. Ça marche extraordinairement bien. Et je lui dis aussi, il y a autre chose, moi, ce que dont je commence à faire la promotion, c'est l'immobilier nouvelle génération 2.0. Et l'immobilier 2.0, par exemple, c'est de dire, OK, faire de la sous-location. La sous-location, tu loues un appartement à quelqu'un et tu fais de la sous-location, donc tu le sous-loues. Donc tu loues, je ne sais pas, un 2 pièces, tu vas le louer 500 €, je dis n'importe quoi, et tu le sous-loues en location courte durée, tu l'exploites en location courte durée, tu vas en sortir entre 1 500 et 2 000 € par mois et tu vas encaisser la différence. Là, tu ne sors pas d'argent, tu ne payes pas de frais de notaire, tu ne demandes pas la permission à la banque. C'est une des nouvelles stratégies qui sont à mettre en place. Et nous, on fonce beaucoup là-dedans en ce moment. Donc voilà, elle, son objectif, c'est générer des revenus et utiliser l'immobilier. Je lui dis, voilà ce que tu peux faire. D'accord. Ça, c'est des nouvelles directions. Ça va faire vraiment. Il y a d'autres choses. Pour l'instant, je ne tiens pas trop à en parler parce que ça reste un peu. Il y a d'autres choses. Pour l'instant, je tiens pas trop à en parler parce que ça reste un peu secret au niveau de mes plans personnels et commerciaux. J'ai pas envie
il y a beaucoup de monde, tous sont mes anciens élèves, comme tu l'as noté déjà précédemment. Ils s'inspirent beaucoup de ce que je fais. Bon, je ne vais pas trop les inspirer tout de suite. Ils verront d'abord ce que je fais. Donc, il faut patienter. Et donc, dans tout ce qui est ancienne technique, alors, marchand de biens, je ne pense pas que c'est une bonne période actuellement. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Ouais. Non, Marchand de biens, les immeubles, les parkings, qu'est-ce que tu en penses? Il faut acheter, mais il faut savoir acheter. C'est toujours pareil. Les opportunités, elles existent, elles sont là tous les jours. Tous les jours, il y a des opportunités. Il faut les créer, savoir les détecter, les provoquer. Voilà. Maintenant. Donc pour toi, toutes les opportunités sont bonnes. Après, c'est vraiment plutôt soit en tant que négociateur. Il faut aller les chercher. Bien sûr, la négociation entre en jeu. Après, c'est qu'est-ce que tu achètes. Il y a des gens qui sont pas capables de repérer ou d'exploiter ou qui n'exploitent pas la valeur intrinsèque d'un bien. Un truc très con. T'achètes un appartement, un studio de 35 mètres carrés et que tu peux le transformer en 2 pièces. Et ben 2 pièces se louera toujours plus cher qu'un studio. Et tu as créé de la valeur aussi bien à la revente que de la valeur locative. Voilà, des fois, c'est des trucs aussi bêtes que ça. C'est toi, en fin de compte, les meilleures stratégies, en fin de compte, efficaces pour bien négocier? Pour négocier, la première, c'est de demander un meilleur prix. Oser demander, ouais. Parce que souvent, les gens n'osent pas, ouais. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la plupart des gens n'osent pas. Ils n'osent pas négocier, ils ne savent pas négocier, ils n'osent pas négocier, ils ne savent pas négocier. Ils n'osent pas parce qu'ils ont un problème, ils ont peur qu'on leur dise non. Donc, ils trouvent un appartement qui est affiché je vais prendre un exemple là, que j'ai en tête, qui était une petite maison qui était affichée à 156 000 euros. La personne, on l'a coachée. Elle voulait proposer 156 000, parce que la maison lui plaisait. Elle était prête à proposer le prix. On lui dit mais non, il ne faut pas, quoi. C'est ridicule. Mais non, mais sinon je vais la manquer la maison. Et j'ai dit il y a une demi-heure, tu ne la connaissais pas la maison. Et puis par rapport à ce que tu as dit au début, et moi ce qu'on m'a toujours appris, parce que je viens de l'immobilier, c'est que des opportunités, il y en a toujours. Tous les jours. Mais en dehors de ça, la maison lui plaisait, ok. Mais j'ai dit, il faut tenter le coup. J'ai dit, tu proposes 140 000 balles. Oh là là, ça c'était. On a bouleversé son monde là. Donc elle a dit, ok, je vais faire et tout. Elle ne l'a pas fait. Elle a proposé 145 au lieu de 140. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout, donc, enfin, tu sais tout, tu sais une bonne partie donc des choses qu'il faut connaître sur l'immobilier. Donc voilà, si tu veux bien sûr aller voir les autres épisodes, pareil, je te mets les liens donc dans le résumé. J'ai eu donc plusieurs interviews sur l'immobilier, plusieurs des entrepreneurs. Donc voilà, tu peux choisir dans les épisodes, tu auras de quoi apprendre des choses et ensuite s'il le faut, parce que certains ont des formations, allez donc prendre leur formation. Et apprendre. Et en plus, il y a des formations qui sont en plus, si je ne me trompe pas, finançables par le CPF, même si actuellement le CPF, il y a des petits problèmes. Donc voilà, il faut voir. Ensuite, donc, on va aller sur le pilier bourse et investissement. Tu es passé par la période mindset, développement personnel. Tu as ensuite fait les business en ligne. Bien sûr, tu peux interchanger, mais moi, c'est ce que je pense. Après, donc, tu fais ce que tu veux. Ensuite, tu fais de l'IMO pour sécuriser ton argent et continuer à t'enrichir et diversifier. Hein. Donc, si tu as bien compris, là, déjà, tu diversifies. Et ensuite, tu passes à la bourse. La bourse, il y a plusieurs façons de faire. Dernièrement, tu as dû entendre que je parle du trading, qui est très risqué. Donc, c'est plutôt le fait de... Ça, pour le faire, c'est d'apprendre bien les bases et commencer à gagner de l'argent. Donc, c'est plutôt pour avoir un revenu. Hein. C'est pas pour t'enrichir, parce que c'est possible, mais il faut vraiment être extrêmement bon. Parce qu'il y a entre 5 et 10% de gens qui gagnent avec le trading. Donc, le trading, je l'ai même à ma part, je t'en parle même pas. Je t'en ai parlé rapidement, mais le but, c'est plutôt d'investir dans des ETF, dans des indices, dans des trackers, enfin, tout ce qui est entre parenthèses pas risqué, où on met un pool d'actions ensemble. Et ensuite, donc, tu fais donc, ce qu'on appelle du DCA et tous les mois, donc, tu investis la même somme. Voilà. Et donc, ça revient à la même chose avec ce que tu as avec tes business en ligne ou ton travail. Tu sécurises entre parenthèses une des parties donc, sur de l'investissement. C'est bien sûr plus rentable que les livrets A et tous ces trucs-là basiques, hein, qui ne rapportent rien, qui ne sont pas risqués, c'est vrai. Mais avec le coût de l'inflation, donc c'est quand même plus intéressant de le placer là. Et donc, tu le places sur ces différents actifs. Donc, je vais laisser les pros en parler.
Je te dis à tout de suite avec donc mes invités qui parlent donc de bourse et d'investissement. Effectivement, vaut mieux investir tôt, mais il n'y a pas d'âge. Si actuellement on a de l'argent à 45 ans, on peut les mettre. Ouais, il faut y aller. Après, il faut y aller avec des montants avec lesquels on est à l'aise. Mais à la fois pour les intérêts composés qui sont des petites boules de neige, enfin effet boule de neige qui est super intéressant, mais aussi parce qu'en termes de culture et d'expérience financière, plus on commence tôt, plus on fait nos erreurs vite et plus on est robuste dans notre gestion par la suite, quoi. D'accord, donc c'est plutôt une question on vient toujours à l'émotion, à l'expérience. Ouais, émotion, expérience, c'est important. Et puis même, on connaît mieux ce domaine, donc d'un point de vue des frais, on se fera peut-être moins avoir. Donc c'est bien. Il y a pas mal d'arguments qui poussent à commencer tôt. Ouais. D'accord. Donc en général, tu penses plutôt donc adopter une vision plutôt de long terme pour lisser les risques des placements, ou sinon avoir aussi une stratégie court terme, ou est-ce que plutôt c'est toujours le long terme et rien d'autre? Moi, je prône plutôt la vision long terme. Pour une investit dans les marchés financiers, notamment les marchés actions, en fait, on investit indirectement dans l'économie. Et on sait que les cycles économiques peuvent être très longs. Ça peut être quelques années, mais ça peut être 5 ou 10 ans, voire un peu plus. Et du coup, si on investit indirectement dans ces cycles économiques, eh bien, il faut qu'on soit cohérent et il faut que notre horizon d'investissement soit aussi long que ces cycles économiques. C'est pour ça que nous, on prône vraiment du long terme, quoi. Ouais, surtout que maintenant, on a un grand recul, quasiment plus d'un siècle sur les marchés. On sait j'ai vu une étude dernièrement, mais surtout dans le livre de Tony Robbins et plein d'autres, qui indique que comparé à l'immobilier, où souvent les Français, on adore l'immobilier, et d'autres investissements, techniquement, si on sort pas son argent et on investit régulièrement, on est quasiment toujours obligé de gagner. Après, il ne faut pas se comparer à Warren Buffett et tous les autres qui font des 23 ou 20%. Mais sur le long terme, en fait, la bourse remonte toujours, donc on est toujours gagnant sur le long terme. Et pour revenir à l'immobilier, ce qu'on aime, en tout cas ce que le Français aime beaucoup dans l'immobilier, ce n'est pas tellement l'actif qui est derrière, à savoir la pierre, mais c'est le fait que via l'immobilier, j'ai accès à du levier. C'est ça qui plaît beaucoup, alors que l'actif des actions, des marchés financiers, est lui effectivement un actif qui est intrinsèquement un peu plus performant que la pierre simplement, quoi. D'accord. Donc, comment tu fais pour gérer la fluctuation des marchés? Comment on fait? Parce que souvent, ce qui fait peur aussi aux gens, parce que par rapport, on parle d'immobilier, ce qui fait peur, c'est le fait que ça baisse d'un coup. Il y a le côté émotionnel. Donc, comment on fait pour gérer la fluctuation des marchés? Alors, je pense que la première chose à faire, c'est de poser les bonnes questions avant de se lancer. Quelques questions, c'est est-ce que j'ai besoin de cet argent pour vivre? Est-ce que je suis prêt à investir sur le long terme, comme on disait? Oui, non. Et est-ce que si je n'investis pas cet argent, j'en ai fait quelque chose de mieux? Si la réponse est toujours positive à ces questions, alors c'est que je vais être prêt à gérer les fluctuations. Donc, c'est un premier moyen de limiter un petit peu, d'arriver à gérer ça. Un deuxième moyen, c'est surtout de ne pas regarder son portefeuille tous les jours, parce que c'est le meilleur moyen pour avoir des petites sueurs froides. Et ensuite, pour moi, le troisième élément pour dérisquer un petit peu, en plus de rentrer un petit peu chaque mois, c'est de se faire accompagner par un professionnel qui a une vue souvent plus rationnelle qu'un investisseur qui soit initié ou pas, mais qui gère ses propres finances, quoi. D'accord. Donc là, tu parles toujours plutôt d'investissement et ce n'est pas vraiment d'épargne. On parle vraiment d'investissement. Exactement, je parle d'investissement. Ouais. Et donc, en général, quelles sont comme tu connais bien le domaine, quelles sont les erreurs communes à éviter que les gens font souvent quand ils placent leur argent? Que les gens font souvent quand ils placent leur argent? Nous, on l'a vu, c'est de dire je m'engage sur un horizon d'investissement et en fait, et du coup, je suis prêt à ce que ça fluctue pendant cet horizon. Et en fait, on le voit au bout de 6 mois après le début de l'investissement, ça fluctue effectivement, on perd 10%. Et ils ont du mal à se souvenir qu'il leur reste 4 ans et demi dans leur investissement. Et du coup, ils paniquent. Donc ça, c'est une erreur commune. C'est quand je m'engage à un horizon d'investissement, même si l'argent n'est pas bloqué, il faut que j'arrive à me dire que tout ce qui se passe pour aller du point A au point B, ça ne doit pas m'impacter. Là, si j'étais vraiment rationnel, je devrais avoir des sueurs froides quelques mois avant la fin de mon horizon d'investissement. Donc ça, c'est un premier écueil. Un deuxième écueil, et qui est un peu lié, c'est de regarder son portefeuille trop souvent. Et un autre écueil que nous, on voit parfois, c'est de passer des ordres un peu trop régulièrement parce que je pense qu'il faut faire confiance aux gérants qui ont été sélectionnés par potentiellement le professionnel et pas accumuler les couches de frais, ce qui peut se passer si je passe des ordres tout le temps, quoi.
D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, parce que par rapport à ce que tu dis, donc là, tu parles toujours de gérant, mais une personne qui veut passer plutôt par le côté plutôt passif et faire passer par donc, tout ce qui est ETF et qui est un peu automatisé, qu'est-ce que tu penses de ce type d'investissement? Bah, je pense que c'est bien, notamment pour la révolution, enfin, pour l'aspect tarifaire que ça apporte, qui est une nécessité. Après, mais ça n'engage que moi. Je pense encore que si on arrive à bien sélectionner les 15-20% des top gérants, ils peuvent surperformer la gestion passive, même avec le delta des frais. Voilà. Donc, je pense que c'est bien parce que c'est beaucoup moins chargé en termes de frais et du coup, ça permettra d'avoir une performance. Ce n'est pas noir ou blanc entre que des ETF ou que de la gestion active, il y a des gérants, quoi. Donc là, par rapport à ce que tu disais, donc tu parlais des 15 tops, donc ce que j'étais sur une autre plateforme concurrente, je crois, je ne sais pas si c'est d'autres concurrents, qui en général conseillait de se caler sur un investisseur et de placer comme lui. C'est un peu ce que tu disais ou pas? Du social trading, Ouais, moi, j'aime bien faire confiance vraiment à des professionnels, donc à des gérants, plus qu'à des. Alors après, social trading, ça peut être aussi des professionnels, hein, mais moi, j'aime bien faire confiance à des sociétés de gestion reconnues comme telles qui vont nous fournir leur. Non, mais ce qui est sûr, c'est que je conseille encore aujourd'hui, d'acheter du Bitcoin. Et je dis à 3-4, il faut prévoir un horizon d'investissement de 3 à 4 ans au minimum. Et à ce moment-là, on est gagnant. Quand on regarde l'histoire du Bitcoin depuis le début, quand on garde ça 3 ans ou 4 ans, on est gagnant quelle que soit la date d'achat. Voilà. Donc, même ceux qui ont acheté il y a 3 mois à $60 000, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, ils gardent. Puis, ils seront gagnants dans 3 ans, ils seront gagnants sûrs, quoi. Voilà. oui, donc il faut avoir un esprit plutôt d'investisseur en or ou d'investisseur en bourse, on va dire, c'est-à-dire avoir un esprit avec Voilà. utiliser l'argent qu'on va pas utiliser, avoir un bon money management, ne pas se dire Voilà. quand il y a un mouvement, et ne pas paniquer, Voilà, quand le cours baisse pour se mettre à vendre, etc. Surtout pas. On l'a vu d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a étudié ça assez précisément dans les chiffres. Il y a beaucoup de gens qui sont venus avec Elon Musk pour acheter du Bitcoin avec Elon Musk. Et quand le cours a commencé à baisser, ils ont paniqué. Il y a quelqu'un qui a étudié ça assez précisément dans les chiffres. Il y a beaucoup de gens qui sont venus avec Elon Musk pour acheter du Bitcoin avec Elon Musk. Et quand le cours a commencé à baisser, ils ont paniqué, ils ont vendu, quoi. Ils ont perdu de l'argent, quoi. Mais c'est complètement stupide, quoi. Et c'est en général comme ça que 90% des personnes perdent de l'argent en bourse, c'est parce qu'ils veulent gagner de l'argent rapidement et que c'est pas le but, quoi. Surtout que comme on le compare à l'or, avec l'or en général, on le garde longtemps. C'est vraiment le protéger son argent des banques et du système. Tout à fait. D'accord. Bon, on l'a un peu dit, mais je vais quand même poser la question, comment investir sur le Bitcoin? Bon, moi, je conseille aux gens d'aller chez mon partenaire Coinbase, mais est-ce que tu as, comment, même si on a un peu dit, si demain quelqu'un était nouveau, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il doit faire, comment tu le guiderais? Alors, aller sur une plateforme reconnue. Donc, tu as cité Coinbase, il y a aussi Kraken, qui est le numéro 2 américain, qui a aussi une filiale en Europe. Il y a Binance, qui est le numéro 1 mondial. Voilà. Et puis, il y a 2 acteurs français qu'il faut citer, qui devraient bientôt changer. Et puis, il y a Coinhouse, qui est l'ancienne La Maison du Bitcoin. D'accord. Voilà. Donc, c'est 2 acteurs français voilà, de qualité qu'on peut regarder. Et puis après, ça dépend il faut regarder les frais, il faut regarder le nombre de cryptos disponibles. Est-ce qu'on veut acheter uniquement du Bitcoin ou est-ce qu'on veut se faire un portefeuille? Bon, après, ça dépend de chacun. Et voilà, les sites là qu'on vient de citer sont des sites sérieux. Voilà. Et puis, si on a des sommes importantes, il peut être conseillé de les mettre sur une clé Ledger. Ledger, c'est une société française, d'ailleurs, une belle réussite française, où on met ça sur une clé et puis on peut ensuite la mettre dans un coffre de banque. Comme ça, on est tranquille, on peut dormir tranquille. Même si la plateforme sur laquelle on les a achetés fait faillite, on a toujours ces bitcoins, quoi. Donc en général, même si je considère que ce risque maintenant est très faible pour les plateformes dont on a parlé, il n'y a pas de risque que Coinbase fasse faillite, quoi. Je veux dire, il n'y a pas. Bon. Et ceci dont on a parlé, il n'y a pas de risque que Coinbase fasse faillite, quoi. Je veux dire, il n'y a pas. Bon. Et ceci dit, dans la logique Bitcoin, où on est propriétaire, où on détient soi-même ses bitcoins, quand c'est sur Coinbase, on ne les possède pas directement. C'est comme de l'argent à la banque. Avec le Bitcoin, on a la possibilité de l'avoir
soi-même, comme un peu des pièces d'or qu'on a chez soi. Voilà, donc on a cette possibilité. Et voilà, donc il faut aussi y penser. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses? Bon, là, c'était pas prévu cette question-là, mais comme je sais que Ledger a eu des problèmes il y a 1 an, je crois, ou 2 ans, concernant la sécurité, je crois qu'ils avaient été hackés. Qu'est-ce que tu... Ouais. Alors, ce qui s'est passé avec Ledger, c'est qu'ils se sont fait piquer une partie de leur base de données clientèle. Donc, des hackers ont récupéré l'email ou parfois même l'adresse de gens qui ont acheté par correspondance ces clés Ledger. Donc ça, c'est quand même une faute de Ledger. Bon, il n'y a pas de risque de se faire voler ces bitcoins sur sa clé, quoi. Ça, il y a pas de risque. Hein. Il n'y a pas de risque à ce niveau-là, quoi. Là, maintenant, c'est gênant parce que les gens peuvent recevoir des sites de phishing où, en fait, et l'objectif des hackers, c'est quoi? C'est de récupérer, parce que quand vous achetez une clé Ledger, vous créez une sécurité pour le cas où vous perdez cette clé. Vous notez une série de 24 mots que vous donne la clé Ledger. Et ces séries de 24 mots, vous la mettez bien à l'abri. Comme ça, si vous perdez votre clé, vous en rachetez une, vous rentrez les 24 mots et vous retrouvez votre portefeuille. Ça, c'est une sécurité, voilà. Et les hackers, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'ils... J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi donc plusieurs interviews donc, sur la bourse, l'investissement, les cryptos. Donc, je te mettrai les liens vers les différentes interviews que j'ai fait. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à les écouter, à me donner donc ton avis, à partager aussi avec les personnes qui sont intéressées par les piliers de l'indépendance financière. Et pour finir, j'ai pas fait énormément donc, d'interviews sur le business en dur. Moi, comme tu le sais, si tu me connais pas, j'ai été agent immobilier, donc j'ai eu 3 agences. Donc c'est des business qui sont intéressants, mais souvent il faut plus de capital. Et ensuite, donc il faut être présent. Après, bon, tu peux le faire quand on parle de la stat, tu peux être moins présent, mais il faut après donc savoir manager, gérer des personnes et donc recruter et donc gérer donc une équipe et trouver une personne qui va donc gérer pour toi. Ou sinon faire la reprise, comme un épisode que j'ai fait sur la reprise. Donc voilà. Je te mets donc les épisodes sur donc les business sont durs. Et puis ensuite donc je reprends donc le cours donc de l'épisode. Vu que tout ce que j'avais vu à Paris, des magasins de fleurs, Monceau-Fleurs, qui étaient des gros magasins, il n'y avait rien d'équivalent à Luxembourg. Donc je me suis dit qu'il y avait un potentiel ici sur le marché. Donc c'est de l'opportunité. Moi j'investis à l'opportunité, pas ce que j'aime faire, c'est être entrepreneur, développer des marques, des concepts. Après, en soi, je me focalise pas sur le produit qui est à vendre, en fait. Ouais, donc là, tu as plutôt parlé d'investissement. Donc, pour toi, c'est un investissement, c'est de l'entrepreneuriat, mais tu t'es mis dans un esprit d'investisseur. Exactement. Et donc, tu as fait de la franchise. Et qu'est-ce que tu en ressors? Parce que bon, là, on va pas parler, je vais poser des questions classiques, parce que pour moi, je t'ai connu sur YouTube, donc tu es connu pour la franchise, même si tu as d'autres business, tu vas nous dire après. Pourquoi qu'actuellement, en 2020, quelqu'un devrait choisir la franchise? Alors, ce qui se passe, c'est déjà mon cas, mais on le voit, il y a vraiment un mouvement de fond qui est vraiment global, mondialisé et en même temps, du coup, uniformisé. Et ce qui fait que les indépendants ont de plus en plus de mal à s'en sortir parce que les gens sont attachés de par le marketing, le branding, ils ont une forte attraction aux marques. Et pour moi, l'avantage le plus important dans une franchise, c'est la puissance de la marque. C'est-à-dire qu'une franchise dont la marque n'est pas connue n'a pour moi strictement aucun intérêt. Ouais, c'est super important. Enfin, moi, c'est super important, hein, et c'est vraiment un truc que tout le monde rate. Parce que moi, j'étais franchisé aussi, et puis on en a parlé rapidement, mais bon, je pense qu'on va en parler pour aider ceux qui veulent le faire. Oui, donc c'est super important, bien sûr, parce que souvent, en plus, il y a un coût qui va avec. Enfin, s'il n'y a pas le coût, c'est parfait, c'est un avantage, il faut en profiter. Et donc, souvent, moi, à l'époque, on me l'a présenté, moi, j'ai fait la franchise, j'étais en 2008, pendant 4 ans, enfin 3 ans, parce qu'après, j'ai tombé dans scène, donc j'ai arrêté donc, le réseau, et je me suis mis tout sous l'eau, et c'est vrai que j'ai vu la différence, qu'il faut être un bon marketeur, sinon t'es mort. Et donc, c'est un autre boulot, donc tu deviens, parce que quand tu es franchisé, pour moi, c'est mon avis, hein, tu es plutôt un distributeur, un vendeur. Tu gères un peu ta boîte, tu es entrepreneur, mais tu n'as pas la partie marketing. Donc, ça, les entre parenthèses retirées. Tu peux la faire, hein, tu peux la faire en local, mais souvent, c'est comme tu l'as dit, c'est la marque est faite par quelqu'un d'autre. Donc, toi, tu es un vendeur, tu es un entrepreneur quand même, parce que tu as le statut, tu as la société, mais il y a plein de trucs que tu ne fais pas. Mais quand tu es en solo, comme tu dis indépendant, c'est un boulot à faire en plus. Donc, voilà. Après, il y en a qui ne veulent pas le faire, d'autres qui savent le faire. Donc, en 2020, donc toi, c'est que la marque, il n'y a pas d'autre, le réseau, parce que moi, quand je suis rentré à l'époque, pour revenir à ma première question,
on disait il faut avoir un réseau, on est entouré de personnel, il y a le voisin à côté. Est-ce que toi, tu l'as senti ça ou peut-être pas, parce que toi, tu es venu au Luxembourg, il n'y avait personne. Alors, en fait, il y a des gens qui fantasment sur le fait, pour moi, que devenir franchisé, la marque va t'apprendre à être entrepreneur, ce qui est faux pour moi. Il faut vraiment faire gaffe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont t'apprendre à être entrepreneur, ce qui est faux pour moi. Il faut vraiment faire gaffe. C'est pour ça qu'il y a des gens, on en parlera peut-être après, tu vois, sur ma formation, ils comprennent pas parce qu'en fait, quand tu payes, tu sais, un droit d'entrée, que tu rentres dans une franchise, tu payes un droit de formation, ils vont te former. En fait, ils vont te former à ce qu'ils font eux. Donc, par exemple, si c'est un fleuriste, ils vont te montrer comment on commande des fleurs, qu'est-ce qu'il faut faire comme bouquet, etc. Ils vont pas te montrer comment devenir entrepreneur, comment aller acquérir des clients, comment gérer ton personnel. C'est pas une formation pour devenir entrepreneur, c'est juste une formation pour appliquer des concepts de marque. Donc, pour moi, il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est pour ça que je pense que quand tu te lances là-dedans, il faut vraiment avoir cet esprit entrepreneur et envie de se dire que les mecs vont pas tout faire pour toi. Parce que c'est loin d'être le cas. La franchise, effectivement, ça va t'apporter des avantages, mais le franchiseur, il va jamais venir à ta place faire ton boulot. Ok, il va t'envoyer une fois tous les 3 mois ce qu'on appelle un référent, un référent qui va passer te voir, comme il va passer voir tous les franchisés. Il va te donner 2-3 conseils, mais le mec, c'est un employé de la marque qui fait le tour des magasins. Lui-même n'est pas entrepreneur, tu vois. Moi, je connais pas toutes les franchises. Je parle que de la mienne parce que j'étais dans une grande franchise immobilière. Ce qu'il y avait aussi, c'est quand il y avait des pépins, ou même quand tu voulais, tu pouvais toi ensuite payer des formations en plus d'avoir payé ton droit d'entrée et autres. Ouais. Nous, on avait des formations internes. S'il y a une partie que tu ne connaissais pas qui marchait pas mal, tu pouvais payer des frais en plus et tu allais te former simplement. Donc, aussi, certains franchiseurs sont, entre parenthèses, une école de formation interne. Après, je pourrais plus te dire s'il y avait une formation entrepreneuriale, mais dans le départ, comme tu dis, il faut être minimum entrepreneur. Et même pour moi, dans mon esprit, la franchise, souvent, c'est réservé à des gens qui n'ont pas d'idée, qui veulent pas se prendre la tête, qui sont souvent pas toujours, hein, là, je vais faire une grande généralité, mieux pour des cadres dirigeants qui ont un peu d'argent, parce que souvent, il faut sortir un peu de frais. Moi, j'ai pris une franchise, j'avais payé 26 000 € de droit d'entrée. Il y en a qui sont largement dessus, où tu mets 100 000. Donc, pour toi, c'est quoi le profil d'un franchisé? Un bon franchisé, c'est quoi un bon franchisé? Un bon franchisé, c'est quelqu'un, pour moi, l'intérêt principal de la franchise, c'est que tu te concentres sur un seul truc qui est de vendre. C'est-à-dire que tu sais quel produit quand tu choisis ton franchiseur, tu sais quel produit il a. Donc, tu choisis ton franchiseur pour sa marque et pour son produit. Et ensuite, c'est là où quand même tu as un avantage énorme par rapport à l'indépendant qui va devoir faire le sourcing des produits. Si c'est de l'import, il y a tout le dédouanement, ou sinon il doit passer par des intermédiaires, il doit stocker les produits. Là, non, le produit, tu l'as et tu sais quel prix tu le payes. Donc, la seule chose que tu as à faire, entre guillemets, c'est de le vendre. Et ça, si tu concentres toute ton énergie uniquement à faire de la vente, tu es largement plus performant que les gens qui sont obligés de se disperser parce qu'ils doivent faire le marketing à côté, ils doivent faire le sourcing, ils doivent aller dans des foires, dans des salons, et c'est une perte de temps. Et il ne connaîtra pas les produits qui sont performants, parce que ça, c'est vrai que si tu échanges avec l'enseigne et tout, tu vas vite voir. C'est ce que fait par exemple McDonald's. McDo ne lance jamais un nouveau burger sans l'avoir testé. Et ils le testent anonymement dans 5, 6, 7 McDo. Et comme ça, ils ont déjà le feedback et quand ils lancent, boum, ça cartonne. Toi, indépendant, si tu n'as qu'un commerce, tu es obligé de le tester chez toi, quoi. Donc, si tu t'engages à acheter un produit chez un fournisseur, en plus, c'est pareil, tu as des quantités minimales de production. Imagine, tu es obligé de commander 10 000 pièces et ton truc, c'est un vide total. Ta trésor, elle se fait défoncer, tu as perdu du temps. Donc, moi, je pense que l'avantage, il est vraiment centré aussi sur la marque et sur le produit. Donc le marketing est fait par eux. Donc après, il faut juste se dire. En matière de reprise d'entreprise, je vais presque dire la clé, c'est pas tellement d'avoir de l'argent. Il en faut et il faut quand même évidemment un minima pour assurer l'existant, prévoir un peu les risques futurs. Et puis la crise économique aujourd'hui nous le redit bien. Hein, c'est sans argent à un moment donné, sans trésorerie de sécurité, à un moment donné, on peut être en grande difficulté. Mais il faut avoir une aptitude à savoir gérer les hommes qu'on va récupérer. Et j'ai accompagné des tas de projets de reprise d'entreprise. Ce qui plante, si je peux utiliser cette terminologie-là, ce qui plante à la fin, c'est le management. Il faut arriver à faire comprendre aux salariés que c'est plus l'ancien dirigeant, c'est un nouveau dirigeant qui a peut-être 20 ans de moins, ou pas d'ailleurs. Il faut arriver à mener son équipe vers un projet nouveau. Et puis, il faut aussi amener sa personne elle-même
vers un projet nouveau. J'ai été, j'ai géré un service de 50 personnes chez un assureur pendant 20 ans. Je me retrouve pour un projet nouveau. J'ai été, j'ai géré un service de 50 personnes chez un assureur pendant 20 ans. Je me retrouve propriétaire d'une société qui fait du décolletage dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, même si ça paraît peut-être beaucoup plus simple par certains côtés, puisqu'il n'y a que 30 salariés, alors qu'avant j'en ai géré 322. Bah pour le coup, c'est plus compliqué à gérer les 30 salariés que les 322. Puis moi, il faut que j'apprenne à changer de registre, à changer de paradigme, voilà. Donc la notion de pilotage, de management, de conduite du changement devient de plus en plus essentielle. Et là, c'est pas tellement l'argent qui va me donner ça, c'est plutôt ma personnalité, ma capacité à me faire accompagner par des coachs, par avoir une petite formation sur ces sujets-là. Et pour le coup, ça bouleverse un peu presque le profil type du repreneur qu'on avait avant. Ouais, donc il faut donc apprendre à se connaître et vraiment savoir son vrai pourquoi et savoir qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut faire et est-ce qu'on a les compétences réellement pour le faire. Peut-être les 20 années futures, même si, comme tu l'évoquais tout à l'heure, je peux mettre quelqu'un de confiance à la tête de la boîte que j'ai rachetée, puis je vais en chercher une deuxième ou une troisième. C'est un projet de vie, le fait de reprendre une entreprise ou d'en créer une pour la développer. Avant d'oublier, parce que j'ai toujours plein d'idées, et donc quand tu as parlé un peu de finance et autres, moi en fin de compte j'ai eu 2 cas où j'ai fait ce qu'on appelle des crédits vendeurs, donc on en parlera peut-être plus tard, on va pas en parler maintenant parce qu'on va peut-être embrouiller les gens, parce qu'il n'y a pas que l'argent, on peut même faire sans argent. Quand moi j'ai fait mon rachat, j'ai même repris aussi le chiffre d'affaires qui allait venir, c'était un immobilier, et donc il voulait pas, j'ai dit moi je signe, et je veux que les 3 mois qui arrivent soient pour moi. Mais bon, parenthèse, on en parlera après. On va reprendre les étapes, donc là je suis nouveau et je viens de voir, donc comment on fait pour établir le diagnostic? Est-ce qu'on prend plutôt actuellement une entreprise saine, ce qui est plus logique, ou plutôt une entreprise en difficulté, comme ça on l'aura moins cher, et puis on essaye de la digitaliser, faire du Facebook, du YouTube, la mettre sur Internet, enfin de toutes les façons, et faire du click and collect et comment tu conseillerais quelqu'un actuellement là, qui veut débuter? En fait, ce sont 2 projets assez différents de reprendre une entreprise qui est saine et une entreprise qui est dans les difficultés. Ce sont 2 projets différents parce que de fait, je ne vais pas avoir les mêmes urgences dans un cas et dans l'autre. Reprendre une boîte saine, la principale question, c'est finalement, est-ce que je peux arriver à financer le rachat? Est-ce que le prix, il va pouvoir s'autofinancer avec les dividendes, avec la trésorerie qui va être générée par la société cible? Alors c'est des questions, c'est des questions importantes. Il faut faire des petits calculs, des prévisionnels, etc. Bon, mais c'est presque là je raisonne que sur un plan organisation de la session. Reprendre une société en difficulté, il faut pour le coup que j'ai une vision qui soit autre. Ça veut dire qu'elle est en difficulté aujourd'hui. Déjà, il faut que je comprenne l'origine des difficultés, ce qui n'est pas toujours simple. Reprendre une boîte qui est au tribunal de commerce, qui est en procédure de sauvegarde, voire en liquidation ou en plan de cession géré par le tribunal et les administrateurs, c'est quelque chose qui est... il faut bien arriver à serrer le passé de la structure, ne serait-ce que pour pas faire les mêmes erreurs ou remettre les mêmes difficultés dans la suite. Et puis il faut avoir un projet de développement qui est la principale donnée peut-être bloquante. Une boîte qui fonctionne, je remets un peu de trésorerie, j'ai presque dire c'est confortable. Alors j'exagère évidemment, c'est pas toujours aussi confortable, mais j'ai pas forcément à me poser la question de si je la développe pas, elle va mourir demain. Je m'assure que j'ai un peu un temps d'accompagnement par le ou les anciens dirigeants, qu'on a bien réussi à caler le passage des clients, qu'on a bien réussi à passer le relais au niveau des principaux fournisseurs, des principaux managers, ça roule. Bon, à la limite, j'exagère un peu, mais à la limite, je la développe pas de manière considérable. Ça peut rouler comme ça pendant quelques temps. Une boîte qui est en difficulté, c'est presque une création avec aussi la contrainte, je vais peut-être récupérer X salariés, je vais peut-être récupérer du stock, avec aussi la contrainte, je vais peut-être récupérer X salariés, je vais peut-être récupérer du stock, peut-être récupérer des locaux, donc des baux. Donc j'ai tout de suite la dimension, je dois trouver du chiffre d'affaires, je dois trouver de la marge. C'est vraiment un des premiers éléments nécessaires. Et là tu l'évoquais, digitaliser c'est un point, mais pour le coup c'est reprendre une boîte en difficulté, il faut que je connaisse et que je sois capable de générer du marché, du chiffre d'affaires, de la marge. Une boîte qui fonctionne, il faut que je connaisse le milieu, que je m'y intéresse, évidemment. Hein, ça, c'est certain. Je vais quand même pas racheter un truc qui m'intéresse pas. Mais donc, comment on fait le choix alors entre les deux? Est-ce qu'on se dit, parce qu'on est peut-être moins au risque, on dit on va prendre celle qui est saine, comme ça il n'y a pas de risque, mais logiquement elle sera plus chère. Mais après, je pense que dans tout ce qui est sain, parce qu'il y aura peut-être des humains,
c'est plutôt le côté humain, parce que tout le reste financier, ça peut se régler avec les partenaires, comptables, avocats et autres. Et après, c'est plus le côté humain, le management qui va entrer. Mais quelle est la différence? Le choix, ça va être sur l'activité de la structure reprise. Est-ce que je suis capable de générer du chiffre d'affaires et de la marge rapidement dans le métier que je vais reprendre, sachant que la boîte est en grande difficulté aujourd'hui? Ça va être ça principalement. Après, il y a le côté aussi, tu évoquais le côté humain, et effectivement, le côté management. Le titre de notre livre blanc, c'était la clé de la réussite, c'est le management. La réussite d'une reprise, c'est le management de la structure cible et des salariés présents. Ça peut aussi être une dimension, pourquoi pas, citoyenne. Et on voit d'ailleurs de plus en plus de scopes qui se créent aujourd'hui, et notamment de scopes dans le cadre de reprise d'activité. On peut voir de plus en plus un schéma où on va se dire, tiens, je vais créer une scope, je vais aider à reprendre la boîte peut-être avec quelques salariés, mais moi je pourrais peut-être être majoritaire, alors ça ne sera pas une scope dans ce cas-là, mais je pourrais apporter ma contribution de gestion, de finance, pourquoi pas, et permettre aussi aux salariés de reprendre leur outil de travail. Ça peut aussi être une démarche, j'allais dire citoyenne, voire solidaire. Et là, il y a un réel enjeu. Donc voilà, pour les piliers, donc voilà, là-dessus c'est tout. Donc tu as un guide donc, de l'indépendance financière. Dis-moi ce que tu en penses. Moi je pense que par rapport à tout ce que j'ai vu où les gens restent très 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 basés sur l'immobilier, là c'est vraiment la diversification puisque tu as quatre types de piliers. En comptant cinquième le développement personnel qui est la base, ce qui est logique, pour continuer à développer, à grandir, à devenir, à avoir le mindset et l'état d'esprit en fin de compte d'abondance et de richesse. Ensuite, je répète, donc business en ligne. Donc là, tu as le choix. Il y a vraiment pléthore de business. Il y en a qui sont nouveaux qui arrivent. On peut même inclure dedans donc, les réseaux sociaux qui sont un business en ligne à part. Mais souvent, c'est lié à l'affiliation et le dropshipping ou l'infoprenariat. Tu as bien sûr l'IMO, donc l'IMO classique, qui est bien parce que c'est du dur, mais souvent, il n'y a pas des grandes rentabilités. Donc, il faut souvent passer aux techniques comme les épisodes que tu as entendus donc, sur le locatif saisonnier et toutes ces méthodes assez modernes qui marchent très bien. Et aussi donc la bourse et l'investissement et les cryptos. Et j'ai fini donc par les business en dur. Donc voilà pour l'épisode. Donc merci à toi si tu suis donc mes épisodes depuis plus de 5 ans. Ça fait 5 ans, donc 200 épisodes. Merci à toi. N'hésite pas à commenter, à partager, à m'envoyer un mail si tu as des questions, si tu veux donc un sujet précis que tu veux que je traite ou des invités que tu veux qui passent donc sur l'épisode. Je te dis grand merci et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr, mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr, contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.